Un détail oublié, une porte entr'ouverte. Et si l'avenir d'une nation tenait à une lumière dans la nuit? Imaginez le palais présidentiel plongé dans le silence. Il est 3 heures du matin. Une mince lueur filtre sous une porte censée rester close. Un geste anodin, presque invisible, mais qui va tout changer. Ibrahim Traoré, le président, s'arrête. Son cœur s'accélère. Cette lumière n'aurait jamais dû être là. Il pousse la porte du bureau de son conseiller, Amadou Diabaté. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Sur le bureau, des plans de sécurité du palais, des carnets d'observation sur ses propres habitudes et des messages codés. Tous les secrets du chef de l'État, exposés comme sur une scène de crime. Des mois de surveillance méthodique révélés en une nuit. Le téléphone satellite posé là recèle des appels vers la France, la Belgique, le Maroc. Sur les feuilles, un nom de code, Eagle. Le sien. Ibrahim comprend qu'il est la cible d'un complot d'une ampleur insoupçonnée. Ce n'est pas seulement une traîtrise personnelle. C'est un engrenage d'espionnage qui touche au sommet de l'État. Car si un simple conseiller pouvait accéder à tant d'informations, qui d'autre, dans l'entourage du président, est impliqué? Les preuves s'accumulent. Messages chiffrés, plans d'action, calendrier du prochain sommet régional. Un projet baptisé Opération Sahel Sunset, avec en jeu la vie du président, la stabilité du pays et l'indépendance de toute une nation. Un montant évoqué dans les documents, 2 millions d'euros. Une opération patiemment préparée pour briser la souveraineté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré réalise que son implication n'est plus seulement politique. La menace est directe, personnelle, existentielle. Si ce complot n'est pas démantelé, c'est l'assassinat du chef de l'État, la déstabilisation du pays et la perte de tout espoir d'indépendance qui se profile. Mais le plus déstabilisant reste ce paradoxe. Tout a commencé par une simple veilleuse oubliée dans la nuit. Un détail presque banal qui révèle l'ampleur d'une manipulation invisible et la fragilité des institutions face à la trahison. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter au début de la nuit et plonger dans les coulisses du pouvoir. Dans l'obscurité du palais, chaque pas d'Ibrahim Traoré cette nuit va révéler bien plus qu'un simple acte d'espionnage. Revenons ensemble sur les premières minutes, là où tout s'est joué. Ce soir-là, le palais dort, mais la menace veille, silencieuse. Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé, est à la tête d'une transition fragile. Il conjugue jeunesse et détermination dans un environnement où chaque confiance peut se retourner en faiblesse. À ses côtés, Amadou Diabaté, son conseiller personnel, incarne la loyauté parfaite. Homme de l'ombre, diplômé en économie, il partage la confiance du président depuis les premiers jours de la nouvelle ère. Diabaté, 43 ans, est un visage familier dans les couloirs du palais. Discret, presque invisible, il possède les codes d'accès, connaît les rituels du président, les horaires des gardes et même les préférences culinaires d'Ibrahim. Rien n'échappe à sa vigilance, et personne, jusqu'ici, n'aurait pu douter d'un homme qui a accompagné chaque moment clé de la présidence. Mais cette nuit de décembre, un détail change tout. Une lumière faible sous la porte de son bureau attire l'attention d'Ibrahim, incapable de trouver le sommeil. Le déclic est immédiat. Il pousse la porte, surprend Diabaté penché sur des documents. Sur la table, des plans détaillés du système de sécurité, des carnets d'observation minutieuses sur les habitudes du président, un téléphone satellite, une arme dissimulée dans un tiroir. Le silence est lourd. Le conseiller tente de se justifier, bafouille quelques explications. Trop tard. Les premiers indices s'amoncellent. Des plans confidentiels, des schémas de rotation des équipes de garde, un carnet où chaque déplacement d'Ibrahim est noté, jour après jour, depuis 6 mois. Le téléphone satellite, quant à lui, révèle plusieurs appels vers l'étranger. Les preuves s'accumulent, dessinant les contours d'un piège savamment préparé. Appelé en urgence, le capitaine Sankara, chef de la sécurité présidentielle, arrive. Ancien compagnon de lutte d'Ibrahim, il connaît Diabaté depuis longtemps et n'aurait jamais imaginé une telle trahison. Il observe les documents, laisse peser le doute, puis comprend. L'affaire dépasse le simple espionnage. Elle met en jeu la sécurité du sommet de l'État, voire la souveraineté nationale elle-même.
Au fil des fouilles, les preuves ne laissent plus de place au doute. Des relevés d'appels vers la France, la Belgique, le Maroc, des observations sur les horaires exacts du président, des messages codés mentionnant le nom de code Eagle pour Ibrahim Traoré. Tout indique une opération structurée, longue, patiente, orchestrée bien au-delà de la présidence. Ignorer les premiers signaux, c'est accepter que la vulnérabilité s'installe au sommet de l'État. Le moindre détail, le plus petit oubli, peut ouvrir une brèche fatale dans la protection du président et de la nation tout entière. Dans l'atmosphère tendue du palais, Ibrahim et Sankara se lancent dans une course contre la montre. Chaque indice récupéré devient un fil à tirer. Chaque page tournée révèle un nouveau pan du complot. Jusqu'où ira la toile? Qui tire réellement les ficelles? L'enquête s'engage. Derrière chaque indice se cache une intention, une main invisible. Bientôt, les ramifications dépasseront les murs du palais et la traque du vrai commanditaire commence. Ce qui ressemble à une trahison individuelle cache-t-il une machine bien huilée, opérant dans l'ombre, prête à renverser tout un système? Dès les premières analyses, chaque indice pointe vers une structure organisée, presque industrielle, où la loyauté des hommes n'est qu'un levier parmi d'autres. Les premiers messages codés, extraits du téléphone satellite, évoquent l'opération Sahel Sunset. Derrière ce nom, une mécanique glaciale, des instructions précises, des codes changeants, des allusions à des transferts bancaires. Rien n'est laissé au hasard. Les spécialistes en cryptographie passent la nuit à déchiffrer ces échanges. Les mots « Eagle », fenêtre de tir, « sommet » reviennent sans cesse, laissant peu de doute sur la cible finale, le président Ibrahim Traoré. Très vite, l'enquête révèle un flux financier colossal. 2 millions d'euros, transférés par paliers via une série de comptes offshore ouverts aux Seychelles, puis relayés par des circuits bancaires en France, en Belgique et au Maroc. L'argent n'a pas d'odeur, mais il laisse des traces. Chaque mouvement, chaque virement, correspond à une étape du plan. Ces fonds n'ont rien d'un pactole improvisé. Ils ont été mobilisés longtemps à l'avance, attestant d'un commanditaire puissant et déterminé à agir dans la durée. La cartographie des documents saisis donne le vertige. Plan détaillé de la résidence présidentielle, horaires exacts des changements de garde, protocole d'alerte, schéma des accès d'urgence. Le moindre recoin du palais, la plus petite routine du président, tout a été disséqué, noté, transmis. Même les habitudes alimentaires d'Ibrahim Traoré y figurent, preuve que la surveillance était totale et méthodique. Le cœur du complot, lui, ne fait plus de doute. Objectif: neutraliser le président lors du prochain sommet régional, prévu dans moins de 4 semaines. L'événement doit rassembler plusieurs chefs d'État du Sahel. La fenêtre est étroite, mais le plan, redoutablement précis, prévoit chaque détail, depuis l'infiltration de la sécurité jusqu'à l'exfiltration des exécutants. Face à l'ampleur de la menace, la réaction de l'appareil sécuritaire est immédiate. Capitaine Sankara, chef de la sécurité présidentielle, fait verrouiller tous les accès et lance une vérification intégrale des effectifs. Les services de renseignement passent au crible les communications des proches collaborateurs, tandis qu'une cellule de crise, réunie d'urgence, tente d'évaluer l'étendue réelle de la fuite. La confiance vole en éclats, remplacée par la suspicion et l'urgence absolue de colmater les brèches. Mais c'est bien là tout le danger. Sous-estimer la profondeur du réseau, c'est risquer une infiltration généralisée et l'effondrement de la confiance qui fait tenir les institutions. Quand le mal ronge de l'intérieur, aucune forteresse n'est vraiment invulnérable. Les ramifications dépassent le cas du conseiller arrêté. Elles interrogent le fonctionnement même du pouvoir et la capacité du pays à résister aux manipulations venues de l'extérieur. À ce stade, chaque décision compte. Le piège doit se refermer sans éveiller l'attention des commanditaires. L'équipe autour du président le sait. La moindre erreur, le moindre faux pas, offrirait aux instigateurs l'occasion de replonger dans l'ombre et de frapper à nouveau, peut-être avec d'autres relais endormis dans l'appareil d'État. Mais cette machination, au-delà de la peur, soulève une question essentielle. Que révèle-t-elle des fractures, des attentes et des choix collectifs de notre société? Jusqu'où la crise peut-elle devenir un moteur de transformation politique? Une affaire qui aurait pu s'arrêter à une arrestation
crée une onde de choc qui dépasse les frontières. Le scandale du complot contre le président Traoré n'ébranle pas seulement la présidence. Il secoue toute la région et force chaque acteur à choisir son camp. Que va-t-il advenir du Burkina Faso? La suite dépendra des choix faits dans l'urgence, entre précipitation et sang-froid. 3 scénarios majeurs se dessinent. D'abord, celui d'une stabilisation maîtrisée. Les autorités parviennent à contenir la crise, à renforcer la sécurité et à restaurer la confiance. Ce chemin exige une transparence totale et une purge rapide des réseaux d'influence interne. Mais il offre la perspective d'un Burkina Faso plus résilient et respecté sur la scène internationale. Ensuite, le scénario d'une relance panafricaine. Porté par la solidarité régionale, le pays transforme la crise en levier pour renforcer la coopération entre États voisins. Les alliances se resserrent, la lutte contre les ingérences étrangères s'organise, et un nouveau souffle traverse la zone sahélienne. Ce scénario repose sur la capacité du sommet régional à dépasser les rivalités et à initier des mesures collectives audacieuses, en multipliant les échanges d'informations et les dispositifs conjoints de sécurité. Mais il existe une troisième voie, plus inquiétante, une fragmentation silencieuse. Si la méfiance l'emporte, si chacun soupçonne l'autre, le tissu institutionnel peut se fissurer. Des clans se forment, l'économie ralentit, et les alliances internationales deviennent source de tensions plus que de protection. Dans ce contexte, le Burkina Faso risque de s'enliser dans une instabilité chronique, isolée et fragilisée, avec des conséquences directes pour la vie quotidienne de ses citoyens. Chacun de ces scénarios a des impacts profonds sur les institutions, sur l'économie et sur l'image du pays à l'échelle mondiale. Des banques qui hésitent à investir, des entreprises étrangères qui suspendent leurs projets, des partenaires régionaux qui ajustent leurs politiques. La moindre décision prise dans la tempête peut réorienter le destin national. Face à cette situation, la rue s'anime. L'effroi domine, mais une fierté nationale émerge. Celle d'avoir mis au jour une trahison sophistiquée et d'oser dire non aux manipulations extérieures. Des voix s'élèvent pour appeler à la protection des acquis démocratiques et à une vigilance accrue. Au sein de la population, la prise de conscience que la souveraineté ne s'hérite pas, elle se défend chaque jour, devient un moteur puissant de cohésion. Le rôle du sommet régional, prévu dans quelques semaines, devient crucial. Les chefs d'État s'engagent à renforcer la coopération, à mutualiser les renseignements et à afficher une unité sans faille contre les tentatives d'ingérence. Pour la première fois, la possibilité d'établir des mécanismes de réponse rapides et des plateformes de surveillance partagées fait l'objet de discussions sérieuses. Mais au centre de tout demeure une question. Les dirigeants sauront-ils transformer la crise en opportunité? Les mesures concrètes, audits des circuits de décision, formation accélérée des cadres, partenariats technologiques avec des alliés fiables, peuvent-elles vraiment consolider la souveraineté du Burkina Faso? La tension est palpable. Chaque choix aujourd'hui engage l'avenir du pays, entre modèles de résistance et bascule vers l'incertitude. Dans ce contexte brûlant, quels leviers restent à activer pour renforcer l'autonomie réelle du Burkina Faso? Découvrons les pistes stratégiques et les actions concrètes qui pourraient, dès demain, changer la donne. Entre la paranoïa et la confiance, où placer la vigilance pour protéger ce qui nous est le plus cher? L'arrestation d'Amadou Diabaté n'est pas seulement le point final d'un complot, mais le début d'une remise en question collective. Face à la complexité des ingérences, chaque faille peut devenir le point d'entrée d'une influence étrangère. Chaque silence, un consentement tacite à la manipulation. Première urgence, des réformes immédiates. La sécurité présidentielle doit être repensée de fond en comble. Il faut lancer une réorganisation totale des équipes, imposer des audits indépendants et initier des échanges avec les meilleures pratiques internationales. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut espérer colmater les brèches exploitées par les réseaux extérieurs. Mais la solution ne se limite pas à changer quelques hommes ou à bouger des bureaux. Il s'agit de bâtir une muraille éthique autour des institutions. La création d'un pôle anti-ingérence, indépendant du pouvoir politique et doté de véritables moyens d'enquête, s'impose comme une nécessité vitale. Accompagné d'un nouveau code d'éthique, ce pôle veille à ce qu'aucune loyauté cachée ne puisse se transformer en cheval de Troie. Et puis,
il y a la part invisible, la vigilance citoyenne. Les grandes crises naissent souvent dans les interstices, là où l'habitude remplace la méfiance. Chacun, par de petits gestes quotidiens, signaler une anomalie, refuser l'indifférence, oser poser des questions, contribue à tisser une immunité sociale. Un peuple informé devient une forteresse difficile à manipuler. Le carnet noir retrouvé dans le bureau d'Amadou Diabaté reste le symbole tragique de l'affaire. Ce petit objet, qui devait servir d'arme pour fragiliser le pouvoir, devient aujourd'hui une archive de résistance. Il rappelle que la mémoire des trahisons doit être préservée, non par vengeance, mais pour instruire les nouvelles générations à reconnaître les signes avant-coureurs d'une manipulation. Le risque est immense. Sans adaptation rapide, la société tout entière demeure vulnérable aux formes nouvelles de l'influence et de la trahison. Les outils changent, les méthodes se raffinent, mais la fragilité humaine reste la même. Chaque retard, chaque négligence laisse la porte ouverte à l'infiltration. Finalement, cette affaire montre que la souveraineté se défend autant dans les grandes décisions que dans les détails du quotidien. La responsabilité ne repose plus seulement sur les épaules d'un seul homme ou d'une élite, mais se partage avec chaque citoyen, chaque regard attentif, chaque geste de lucidité. Mais au-delà des mécanismes de défense collective, une question persiste. Jusqu'où chacun de nous est-il prêt à aller pour défendre la vérité et la confiance face à la peur? La suite nous dévoilera ce qui se joue, au plus intime, dans le cœur des hommes et des femmes confrontés à la manipulation. Le vrai enjeu n'est pas ce que l'on risque de perdre, mais ce que l'on choisit de défendre, chaque jour. Dans l'ombre d'une nuit ordinaire, le choix d'un homme a révélé la réalité la plus brutale du pouvoir. La confiance est le socle le plus fragile qui soit. Ibrahim Traoré l'a compris, trop tard ou juste à temps, lorsque l'évidence d'une trahison s'est imposée entre quatre murs silencieux. Ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas seulement la preuve d'un complot, c'était la démonstration implacable qu'une nation entière peut vaciller à l'insu de tous, sous le poids d'influences invisibles. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un simple crime politique ou d'une affaire d'espionnage. Ce qui est en jeu, c'est l'âme même de la souveraineté. Car derrière chaque caméra dissimulée, chaque note griffonnée, chaque appel vers l'étranger, se cache la volonté de soumettre, d'infiltrer et de remodeler un pays selon des intérêts qui lui sont étrangers. Ignorer cette leçon, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à notre place, c'est accepter que nos destins soient dictés depuis l'ombre. Face à la tentation de la facilité, à la promesse d'une récompense rapide ou à la peur de perdre, chacun est confronté, un jour, à la possibilité de trahir. Mais la vraie question n'est pas « Qui sera le prochain traître ?» Elle est « Que ferions-nous, nous-mêmes, s'il fallait choisir entre la fidélité et le renoncement ?» La force d'un peuple ne se mesure pas à l'absence de menaces, mais à la lucidité collective face aux dangers et à la capacité de transformer chaque crise en élan de refondation. Ce qui s'est joué dans le bureau feutré du palais présidentiel n'est pas un épilogue, mais un avertissement. La vigilance n'est pas l'affaire exclusive des élites ou des services de sécurité, elle concerne chaque citoyen. Défendre ce qui nous appartient, protéger l'intégrité de nos institutions, exiger la transparence et la loyauté, tout cela commence par un regard, une question, un refus de se taire. C'est ainsi que se construit, jour après jour, la souveraineté réelle. En fin de compte, la tentation de la trahison rôde partout. Mais la résistance, elle, se cultive en silence, dans le choix de chaque instant. Et vous, face à la tentation, que décideriez-vous de défendre ?